Bonjour et bienvenue sur Acteur Public TV pour le lancement de l'Alliance Comme Responsable, la nouvelle agence engagée pour des acteurs responsables. Une émission pendant laquelle nous allons découvrir ensemble pourquoi cette initiative a vu le jour et comment elle va, à partir d'aujourd'hui, se déployer pour offrir à tous les acteurs responsables les moyens de mieux communiquer dans un monde en constante mutation. Alors l'Alliance Comme Responsable, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fruit du rapprochement de 4 agences pionnières et spécialistes de la communication responsable, des agences liées par des valeurs communes et par des expertises complémentaires. C'est aussi une plateforme d'accompagnement stratégique et opérationnel pour la concrétisation de tous les engagements. Alors, comment répondre aux défis de la communication des acteurs responsables? Sur quelles valeurs et sur quelles expertises se fonde cette nouvelle alliance? Et enfin, pourquoi faire appel à ce consortium d'un genre nouveau dès lors que l'on veut communiquer sur des sujets liés à l'intérêt général? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble avec nos invités. Premier moment de cette émission, un échange sur la communication responsable. Qu'est-ce qu'un acteur responsable? Quelles sont les spécificités de la communication responsable, notamment en lien avec les nouvelles attentes des publics dont nous allons parler ensemble? Et enfin, quelles méthodes, quels outils et surtout sur quelle vision doivent aujourd'hui s'appuyer les acteurs responsables pour communiquer au quotidien? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts autour de ce plateau. Valérie Martin, bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes la chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, la célèbre agence de la transition écologique. Vous allez nous faire partager votre expérience. L'ADEME a beaucoup réfléchi et agi en termes de communication responsable et on a hâte de vous écouter. Bienvenue. Laurent Terris, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes le président de l'agence Limite. Vous êtes l'un des pionniers de la communication de l'intérêt général, d'abord en agence, parmi les grandes agences, et puis à votre compte. Lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'avec Valérie, ça faisait déjà un moment que vous discutiez des communications responsables, je ne dirais pas depuis quand, mais vous êtes aussi à l'initiative de la création de cette alliance, donc on a hâte de vous écouter sur ce point. Cédric Turini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le patron de la com et de la RSE de la Caisse d'épargne, de la Fédération des caisses d'épargne, une vieille maison qui a 200 ans et d'où vous avez unifié les différentes communications, avec d'un côté la communication engagement RSE et de l'autre la communication plus commerciale. Et vous allez nous raconter évidemment ce cas très concret, puisque vous êtes appuyé quand même sur les concepts propres à la communication responsable. J'aurais également hâte de vous écouter. Alors, on va commencer un petit tour de table, peut-être pour explorer un peu ce qu'est la communication responsable et surtout comment vous la vivez au quotidien. Valérie Martin, vous, à l'ADEME, qui est quand même l'un des acteurs pionniers et fer de lance de ces sujets. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous le vivez ? Déjà, il y a peut-être quelque chose à dire, c'est qu'au départ, il y a peut-être une trentaine d'années, on était autour du terme de communication verte. Ensuite, vers 2007, on était sur l'éco-communication. Et on voit qu'il y a eu une prise de conscience et on n'a jamais autant parlé de communication responsable, de greenwashing que depuis 2020. Ça interpelle surtout la responsabilité du secteur de la communication dans la transformation du modèle qui est impérative aujourd'hui. Et à ce titre-là, je trouve que c'est particulièrement intéressant de se rappeler que la communication responsable, ça s'appuie sur 4 piliers. Ça dépasse donc très largement la communication sur ces actions de RSE. Mais donc ces 4 piliers, c'est à la fois d'abord le contenu des messages. Deuxièmement, c'est l'éco-socio-conception des actions de communication. Troisième pilier, ce sont les relations avec les parties prenantes, cette écoute active qu'il est important de mettre en place. Et quatrième pilier, l'éthique. Je pense que ça, déjà, le fait de pouvoir se rappeler que qui dit communication responsable, ça dépasse largement cette question de l'éco-socio-conception des actions de communication. Déjà, ça arrive à repositionner la problématique. Et plus globalement, là où ça la repositionne, c'est ça montre bien comment la communication, la publicité, le marketing, on va englober tout ça, peut accompagner le changement de modèle.
Parce que très concrètement, hein, on est dans un moment phare, au-delà même de la transition écologique, il s'agit d'accompagner la transformation des acteurs socio-économiques. Et donc, à partir de ce moment-là, quel est le rôle de la communication en tant que puissant vecteur de transformation culturelle? Et donc, à ce titre-là, nous, c'est cette façon que nous avons d'aborder les questions de communication responsable. Ah, merci Valérie. On va maintenant vous écouter, Cédric Turini, parce qu'on disait, Caisse d'épargne, 200 ans, vous avez conduit un travail colossal pour unifier toute la communication au sein de cette grande maison prestigieuse. Peut-être que, alors sans faire l'histoire, la saga de la communication en Caisse d'épargne, est-ce que vous pourriez nous apporter votre témoignage très concret ? Je peux tout à fait vous l'apporter. Il faut peut-être juste rappeler un élément d'histoire, c'est que les caisses d'épargne, effectivement, ont fêté leurs 200 ans en 2018. Et elles sont nées de la volonté à l'origine de deux philanthropes, hein, de donner un accès à l'épargne et à la prévoyance aux Français. Et ça n'existait pas à ce moment-là. Et donc, c'est la création du livret A qu'on connaît encore à notre époque. Formidable innovation sociale. Et quand vous avez ce patrimoine, cette histoire, cette identité forte au service du pays, et ça va se transcrire ensuite dans des conquêtes, y compris des conquêtes sur l'accès des femmes au livret bancaire, hein, 1881, il faudra attendre 1965 pour que la loi les autorise à ouvrir un compte sans l'accord de leur mari. Et ben vous vous questionnez aujourd'hui dans notre époque sur finalement ce patrimoine, comment on le transcrit en communication. Et là, je dirais que nous, la réflexion, alors elle est sur la communication responsable, évidemment. Je dirais presque aujourd'hui, c'est presque une condition nécessaire, quelque part, de se questionner sur ça. Je dirais qu'on est allé peut-être un cran plus loin, notamment sur notre plateforme de marque Vous être utile. C'est presque une communication engagée. Je vous donnerai des exemples, on aura l'occasion de s'en parler, sur l'entrepreneuriat des femmes, sur le handicap, sur l'économie sociale et solidaire, comment à un moment donné on rend la communication, ou en tout cas on en fait aussi un vecteur de transformation quelque part, et comment on laisse une empreinte immatérielle, je crois que c'est un concept de la communication responsable, positive finalement pour la société. Voilà. Oui, vous parlez de cette signature, Vous être utile, c'est un peu la signature corporate sur laquelle vous avez réussi à unifier un peu le tout. Si on a des spectateurs qui se demandent comment je fais moi aussi pour faire cette transformation-là, quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner Déjà, Vous être utile, c'est à la fois un défi. Ça veut dire qu'au quotidien, il faut être à la hauteur de cet engagement. Donc un défi, un engagement. Et tout ça, ça doit se fonder sur des preuves. Et donc ça, c'est fondamental dans notre communication. Je dirais que le premier conseil, c'est apporter toujours la preuve. Je vous donne un exemple. On est la première banque de l'économie sociale et solidaire. On participe au développement de cette économie sociale et solidaire. Et donc, on est légitime, voilà, à prendre la parole pour mettre en valeur un entrepreneur comme Loïc. Hein, c'était le personnage de notre film sur l'économie sociale qui crée un restaurant d'insertion. On est légitime à prendre la parole parce qu'on a des points forts, on a des fondamentaux, voilà, qu'on assume du fait qu'on est la première banque de l'économie sociale, on est l'une des premières entreprises mécènes de France, et donc on est très à l'aise à prendre la parole sur ce terrain-là. Je dirais à une entreprise qui voudrait quelque part incarner ses produits ou ses services au travers de ce secteur qui est l'économie sociale et solidaire, dont on fait partie en tant qu'entreprise coopérative, je lui dirais prudence. Voilà, il faut s'assurer que effectivement vous jouez un rôle actif vis-à-vis de ces acteurs-là et des transformations qu'ils accompagnent aussi. Hein. Alors justement, c'est une réalité qui s'impose à nous. En 200 ans, les attentes ont énormément évolué. On parlait d'une société qui se transforme. Laurent Théry, sur l'évolution des attentes des publics à laquelle la communication responsable veut répondre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Oui, il y a deux formes d'évolution, donc je n'aurai pas le temps de beaucoup développer les deux, mais il y a eu, alors sur l'environnement, il y a eu un électrochoc et un basculement à partir des années 2005. Et d'ailleurs, il y a eu un été 2005, d'ailleurs, avec des sécheresses, avec la hausse des prix du pétrole pour la première fois. Et on a vu partout en France, pendant l'été, des flash infos, des chroniques qui, tout d'un coup... Et là, on a vu vraiment, dans les études marketing, qu'une grande partie des gens qui n'étaient pas jusque-là engagés sur toutes ces questions se sont dit, ça va se passer de mon vivant ou ça va se passer du vivant de mes enfants. Et on a vu ensuite, à l'automne, une explosion
des consommations, nouveaux modes de consommation, des petites dames qui changeaient de lessive, etc. Et ça a provoqué le greenwashing derrière, d'ailleurs, avec tous les effets qu'on a connus. Et il a fallu rectifier ça. Et parallèlement, ce qu'on a vu, c'est effectivement aussi d'autres sujets qui sont montés, la diversité, les problèmes de genre, le problème de la parité, avec ensuite MeToo, etc. Donc des sensibilités du public qui se sont exprimées de plus en plus. Et du côté des causes, on a vu des causes apparaître. Et aujourd'hui, le résultat de ça, c'est qu'on a un public qui attend des acteurs, quels qu'ils soient, qui communiquent, qui prennent la parole, qu'ils disent ce qu'ils font, non pas simplement pour limiter les impacts négatifs de ce qu'ils font, mais aussi pour modifier les choses qui ne vont pas dans la société ou pour la planète. Et ça concerne l'environnement, mais également tout ce qui est social et tout ce qui est la vie ensemble. Donc ça, c'est un phénomène important et ça se double d'autres choses. C'est que il y a le phénomène des fake news qui s'est développé, qui a explosé, qui crée une défiance vis-à-vis de toutes les infos et notamment évidemment des infos publicitaires ou de nature publicitaire. Et ce phénomène des fake news nécessite de modifier la façon dont on communique. Ça ne suffit plus de dire « voilà ce que je fais de bien, c'est bien » et de le balancer comme ça. Il faut aller plus loin, il faut le démontrer, comme Cédric vient de le dire. Il faut s'appuyer sur des choses solides. Et ensuite, ça ne suffit même pas de faire passer ça, de gagner la confiance. Il faut avoir des parties prenantes, des partenaires qui corroborent ce que vous dites, à commencer par vos équipes, à commencer par tous ceux qui tournent autour de l'entreprise ou de l'organisation. Et enfin, maintenant, le nouveau défi de la communication responsable, c'est là qu'il y a une transformation du métier que je fais depuis très longtemps, qui est une révolution, qui est passionnante, qui d'ailleurs c'est génial pour les communicants. C'est que le nouveau défi, c'est que vos publics s'engagent avec vous. C'est-à-dire que vous ne dites pas « regardez comment je m'engage », vous dites on va essayer de s'engager, on va essayer de faire des choses, engagez-vous avec moi. Alors, oui, d'ailleurs, on ne parlait pas de public à l'époque, on parlait de cible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur l'évolution des attentes que vous avez observées, vous, aussi, à l'ADEME? Très, très, très rapidement, d'abord, il y a eu la publication jeudi 6 octobre du rapport du baromètre de la consommation responsable Greenflex ADEME, et qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre bien qu'aujourd'hui, les Français nous disent on vit dans une société qui me pousse à consommer sans cesse. On est sur des chiffres qui tournent autour de 83-86%. C'est extrêmement important. On est dans une société de la défiance aussi. C'est même dans ce même rapport, 30% seulement ont confiance dans les marques. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit agir comme une alerte pour l'ensemble des acteurs. Voilà, on a tout un tas de choses qui sortent comme ça, comme chiffres. Et puis, on a aussi un fort besoin de preuves. Je pense que Cédric, vous l'avez fort justement dit. C'est-à-dire que les gens nous disent « Ok, mais il y a des actions que je vois qui sont faites, mais quelles sont les preuves qui me sont apportées ?» Et dans le même temps, ils nous disent les marques peuvent aussi contribuer à la transition écologique. Donc, on est à un moment charnière, à un moment clé. Voilà ce qu'on étudie. Cédric, vous l'avez dit, maintenant il faut communiquer par la preuve, mais ça, vous pouvez le faire parce que vous vous appuyez aussi sur 200 ans d'histoire, peut-être aussi sur des convictions, d'autres non pas, mais on a aussi des choses très objectives qui s'imposent aux communicants. C'est par exemple l'évolution de la réglementation à venir. On peut faire ça par conviction, on peut aussi le faire pour anticiper de nouvelles réalités. Comment l'anticipez-vous, vous, côté Caisse d'Épargne? Je dirais que l'anticipation, choisissons plutôt l'attaque que la défense. Voilà. Donc essayons même d'aller un cran plus loin dès à présent, plutôt que d'attendre que la législation vienne nous trouver. Donc d'une communication responsable, essayons tout de suite d'aller vers une communication engagée. Nous, le parti qu'on a pris sur cette campagne Vous êtes utile, c'est clairement d'adresser des tabous et des stéréotypes. Donc on interpelle quelque part nos clients et le grand public sur des sujets de société. Donc aujourd'hui, le sujet, on le sait, c'est que les femmes en France ont plus de difficultés à entreprendre que les hommes. Il y a des freins objectifs à ça. Et on lance la campagne Margot, et Margot, elle se voit challengée par tout un tas de gens de son entourage qui lui disent « T'es sûr qu'une femme peut entreprendre
Ça existe, les entrepreneurs à mi-temps qui s'occupent de leurs enfants pendant ce temps. Tu sais, il faut avoir les épaules solides aussi pour entreprendre. Donc on interpelle à travers la publicité, on interpelle nos propres clients quelque part. C'est un peu osé. Ça peut présenter un risque, parce qu'on ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être des catégories de clients pour lesquels on sera peut-être un peu trop disruptif ou un peu trop engagé, peut-être sur certains sujets de société, mais on l'assume. À un moment donné, c'est l'histoire aussi de cette entreprise, d'avoir été pionnière dans les transitions de la société, en tout cas dans un certain nombre. Et je pense que la communication aujourd'hui peut être aussi un vecteur d'engagement, et c'est ce que vous disiez, engagez-vous à nos côtés. On ne réussira pas tout seul demain à faire qu'on ait une parité dans l'entrepreneuriat féminin. On y arrivera aussi avec vous, nos clients, qui êtes des experts comptables, qui êtes des consultants, etc., et qui pouvaient aussi vous mobiliser sur ce sujet à nos côtés. Merci Cédric. Alors, on n'aura pas le temps de voir tous les points, mais peut-être Laurent, pour vraiment que les acteurs responsables se réalisent un peu ce qui arrive devant eux, peut-être nous citer 2 exemples d'évolutions réglementaires qui vont nous tomber sur la figure bientôt. Oui, alors il n'y a pas que les évolutions réglementaires, il y a aussi les référentiels et les normes. C'est-à-dire qu'il y a des référentiels de la profession, des professions de la communication qui ont commencé à se mettre en place à partir de 2007-2008, après le Grenelle de l'environnement, et avec l'autorité de régulation de la publicité qui travaille, professionnelle de la publicité, qui travaille beaucoup d'ailleurs avec l'ADEME sur ces sujets, qui a essayé de développer et de réfléchir à toutes les implications des nouvelles contraintes déjà pour éviter le greenwashing, pour éviter de blesser des gens, des sensibilités, pour éviter les conséquences de la représentation. Par exemple, il y a quelques années, c'était sur les jeunes filles trop jeunes, trop maigres, avec les effets que ça pouvait avoir sur de jeunes adolescentes. Il y a eu également un travail pour réfléchir à l'humour. À une époque où il y a énormément de susceptibilité, il peut y avoir des sensibilités à certains humours, donc on ne peut plus se permettre les mêmes choses et en même temps il faut garder la capacité à faire des coms qui soient sympas. Voilà, donc il y a tous ces sujets, c'est tout un corpus de référentiels qui ont été réfléchis, qui sont disponibles sur le site de l'autorité de régulation de la publicité, sur l'ADEME, et on va en parler avec le guide. Et le deuxième point, c'est le réglementaire. Alors là, c'est plus sérieux, c'est que, je veux dire, ça, c'est très sérieux pour les entreprises, parce que pour les annonceurs, pour les organisations et pour les acteurs publics aussi qui veulent communiquer. C'est qu'on a maintenant des contraintes réglementaires, alors, notamment sur les impacts carbone ou sur les dépenses d'énergie ou les déchets des campagnes qui se traduisent en conséquences sonnantes et trébuchantes. Donc on devra bientôt objectiver toutes ces choses-là dans chaque projet de communication qu'on lancera. Notamment sur le digital, on va en parler tout à l'heure, ou sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Ce sont maintenant des contraintes qui vont devenir... Vous parlez de référentiel, là, justement, c'est l'ADEME qui a mis à disposition avec un portail dédié à la communication responsable. Et alors, je suis très heureux parce que je l'ai ici, le guide de la communication responsable que vous pouvez vous procurer sur le site de l'ADEME. Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette première séquence qui a été très longue, de ce guide qui a fait l'objet d'une nouvelle édition récemment? Juste 2 points pour compléter ce que vient de dire Laurent. Il y a aussi le niveau, il y a la loi, de toute façon, avec la loi climat et résilience, la loi AGEC, donc anti-gaspillage économie circulaire, la loi LOM sur les orientations des mobilités. Tout ça, c'est quand même le corpus législatif français. Mais j'ajouterais à ça qu'il y a le niveau européen, qui va voter notamment le 30 mars 2022, disons une proposition de directive qui va avoir des conséquences non négligeables pour mieux protéger le consommateur, et à ce titre-là, qui va encore plus faire de pratiques déloyales, de pratiques commerciales trompeuses et donc du greenwashing, quelque chose de répréhensible sur le point de vue juridique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va quitter la seule problématique de la réputation et on va aller sur le terrain de la judiciarisation, pardonnez-moi, il ne faudrait pas dire des mots si compliqués quand on parle. Sur le guide, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit on va faire une 2e édition après celle que nous avions lancée en 2020 ? Je ne sais pas, c'est fait un peu exprès. En 2020, quand on a publié en janvier, il s'est passé tout un tas de choses. Il y a eu des rapports extrêmement éclairants, extrêmement importants. Il y avait d'abord, bien sûr,
il faut que je le cite en premier, la Convention citoyenne pour le climat, et puis ensuite tous ces rapports, le rapport Big Corpo, le rapport pour une loi Evin sur le climat, etc. Je trouve ça aussi, c'était extrêmement fort. Il y a eu tout un tas, il y a eu la filière communication qui donc s'est sentie un peu attaquée, qui a répondu, il y a eu des tribunes qui ont été faites. Tout ça a donné aussi naissance à la loi climat et résilience. Donc c'est un peu le contexte dans lequel ça se passe. Et puis le deuxième point, c'est que au-delà, j'allais dire, des militants engagés, convaincus, qui interpellaient les marques, les collectivités, etc., il y a eu surtout des collectifs de citoyens, on va citer Pour un réveil écologique, qui aujourd'hui n'hésitent pas à dénoncer les marques sur les réseaux sociaux, mais même aussi des pratiques d'acteurs publics. Je veux dire, ce n'est pas uniquement pour les marques privées. Donc nous, ce guide-là, il avait cette raison. Et ensuite, on a voulu compléter sur plusieurs aspects. Dans ce guide de 440 pages, on a une partie pour expliquer les grands enjeux. On a une partie qui explique les questions de marketing et de publicité. Et puis, on a une partie beaucoup plus opérationnelle pour voir comment on peut concrètement passer à l'action en matière d'événementiel, d'audiovisuel, etc., d'édition ou de numérique. Mais il y a quelque chose qui est important. Il y a 2 zooms spécifiques que l'on a cette année parce que c'était peut-être des choses qu'on mettait insuffisamment en avant dans la précédente édition. On a d'abord un chapitre, un zoom entier consacré à la communication publique au service de la résilience des territoires. Et ce chapitre, il est extrêmement important parce qu'il montre comment le communicant public peut accompagner justement la transformation de son territoire. Il a des pouvoirs en termes de pédagogie, mais aussi de sensibilisation et d'influence auprès de son élu. Et puis l'autre zoom, c'est le pendant, c'est la communication au service de la transformation des entreprises. Et il y a un maître mot que je voudrais aussi, pour finir, rappeler, c'est que pour nous, la communication responsable, elle doit s'inscrire dans un principe de sobriété, voire de renoncement. Aujourd'hui, parfois, on est peut-être un peu trop dans la course à l'échalote. Faut-il vraiment continuer comme ça? Est-ce responsable de toujours proposer plus d'actions de communication qui ne trouvent pas nécessairement leur public, pour lesquels il n'y a pas nécessairement de besoin? Je pense à un certain nombre de sites web où on vous propose tout un tas de fonctionnalités fantastiques. Voilà quelques-uns des points qui sont posés dans ce guide qui vous permettent de réfléchir. C'est un guide d'accompagnement qui s'adresse à la fois aux communicants du secteur public, du secteur privé, des associations, mais aussi aux responsables RSE, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable de mieux travailler la synergie entre communication et RSE si on veut véritablement accompagner la transformation de l'organisation. Comme Cédric nous l'a très bien expliqué, donc je peux que vous recommander de commander ce guide. Il fait seulement 12 € et que vous soyez acteur public, il y a un zoom pour les acteurs publics ou entreprises, vous ne pourrez plus communiquer sans vous appuyer dessus. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Je vous remercie vraiment tous les trois. C'est des échanges passionnants. Je pense qu'on aurait facilement pu continuer pendant 1 heure ou 2 et on continuera certainement ensemble. Nous allons maintenant passer à notre deuxième partie où nous allons vous présenter l'Alliance comme responsable. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'Alliance comme responsable. Nous allons faire un débat, un échange en 3 parties. D'abord sur la vision qui a présidé à la création de l'Alliance comme responsable. Ensuite sur les concepts, la construction conceptuelle sur laquelle se fonde cette Alliance. Et enfin, on va essayer, en fin d'émission, de se mettre un peu dans la peau d'un utilisateur, d'un client de l'Alliance comme responsable pour voir très concrètement ce que ça apporte. Donc, pour commencer ce premier temps de la présentation de l'Alliance comme responsable, j'ai autour du plateau les 4 fondateurs de l'Alliance. Alors, Lamia Akalal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale de l'Alliance Solicom. Qu'est-ce que c'est, Solicom? Alors, l'agence Solicom, c'est une agence citoyenne et solidaire qui est installée en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années dans un projet à fort impact territorial et qui fait, depuis sa création en 2015, beaucoup de choses, mais qui s'est spécialisée ces dernières années en influence et plus particulièrement en influence d'intérêt général. Merci, Lamia. Bienvenue. Laurent, vous étiez avec nous dans la première partie. Alors, l'agence Limite,
Oui, alors l'agence Limite, c'est une agence créée en 2008, spécialisée sur les sujets d'intérêt général et qui accompagne en conseil et en mise en œuvre de campagne des entreprises, des acteurs de l'ESS, des institutions et des associations. Merci Laurent. Benoît Igel, bonjour. Oui, Alors, bonjour. Fondateur de By Benoît. Eh bien, nous avons fondé By Benoît. J'ai fondé By Benoît en tant que directeur de création dans les années 2010 et nous avons eu la chance dès le départ d'être confrontés au problème de la communication responsable parce que nos principaux clients étaient des clients de la production d'énergie renouvelable. Et de ce fait, c'est eux qui nous ont formés à l'économie responsable et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ma foi, quelque part, on se trouve à cette table et fondateur avec nos 4 amis de la communication responsable. Alors, on va en reparler. Merci Benoît. Olivier Ournaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Smart Agence. Alors, Smart Agence, c'est une agence digitale qui a une spécialité d'avoir une approche centrée utilisateur. On a surtout un ADN qui est le design d'expérience utilisateur et aussi des valeurs très centrées sur la proximité, le partage et aussi l'exigence notamment d'utilité. On intervient beaucoup dans le domaine des fondations, de l'intérêt général et aussi dans le monde mutualiste. Merci Olivier. Alors vous parliez de valeurs. On sait que l'Alliance comme responsable, c'est une communauté de valeurs, mais c'est surtout une aventure humaine. Alors on pourrait peut-être commencer par là. Racontez-nous un peu comment cette alliance est née. Peut-être, allez Benoît. Elle est née de façon un petit peu toute simple. Elle est née d'une conversation que Laurent et moi nous avons eue un jour. Nous travaillions déjà ensemble, nous faisions des identités visuelles, nous travaillions avec Laurent et les choses se passaient très bien et nous avions envie d'aller plus loin et puis je m'en suis ouvert auprès de Laurent et Laurent a rebondi, il m'a dit oui mais il faut élargir, il ne faut pas être uniquement faire de l'identité visuelle et de la stratégie, il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, c'est Laurent qui a pris la balle au bond et qui a déployé l'idée telle qu'on la porte sur les fonds baptismaux aujourd'hui. Laurent, c'est vraiment passé comme ça. Oui, je confirme. Et ensuite, c'est marrant parce que la chaîne s'est prolongée avec vous, Lamia, Bastien Solicom, et avec ensuite Olivier et Philippe avec Smart. Mais c'est pas venu d'un principe de construction d'une offre. C'est venu en fait, comme toujours dans ces domaines, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que on avait commencé à travailler ensemble. On s'apercevait qu'on avait les mêmes idées, les mêmes méthodes justement pour répondre à ces nouvelles évolutions. Et très naturellement, on s'est dit, il faut pas simplement s'allier, il faut que derrière, il y ait une véritable organisation, une véritable façon de fonctionner pour les clients qui répondent aussi aux nouvelles logiques des clients, parce que si la communication change, les clients, eux aussi, sont en train de changer. Oui, mais c'était au début surtout une envie de travailler ensemble, en fait. Déjà des habitudes, c'était aussi l'envie d'aller plus loin, Lamia, non ? Oui, absolument. Alors, nous, c'est surtout avec Limite qu'on travaille depuis plusieurs années. Et Limite et Laurent plus particulièrement ont joué les entremetteurs. Et on travaille maintenant avec Smart Agence et avec By Benoît, qu'on est très content d'avoir rencontré. Comme je le disais un peu plus tôt, le slogan de Solicom depuis plusieurs années, c'est « Agence citoyenne et solidaire ». Donc, j'ai presque envie de dire les valeurs d'abord et la com ensuite. Donc, on est très heureux de s'être retrouvés autour de ces valeurs communes, en plus d'avoir rencontré des gens qui travaillent très bien. Olivier, cette création, c'était... Alors pour moi, elle est née de manière assez surprenante parce qu'on s'était rarement croisés avant. Et aussi très surprenant parce que finalement, on a eu une première rencontre entre les équipes et on a eu une sensation que les équipes se connaissaient depuis très très longtemps. Et donc ça, c'est plutôt un signe de partage, quoi. Donc, c'est effectivement... l'alliance, pour moi, elle est née à ce moment-là, oui. À travers on le voit, alors que maintenant, il y a déjà les premiers projets. Premier projet Alliance qui arrive, Laurent.
Ça se fait effectivement naturellement. Oui, effectivement, ça se passe assez naturellement parce que on a, je crois, dès le départ, une ADN et des équipes qui s'entendent très bien, avec des métiers très différents, mais qui, ça part des valeurs, de l'envie de faire, etc. Et puis ensuite, il y a des méthodes, des façons de raisonner stratégiquement et ensuite créativement, et puis opérationnellement, qui sont partagées. Donc, du coup, ça fonctionne et effectivement, assez rapidement, on a gagné 2 par 2, 3, et puis là récemment, tous ensemble, des projets qui sont vraiment, alors là, dans le nom de l'Alliance, c'est-à-dire des projets de clients, d'annonceurs qui veulent aller sur des sujets d'intérêt général avec une communication qui donne des effets, qui marche, mais en se positionnant sur l'engagement de leur public et sur leurs engagements et en respectant les normes. Alors, on va en parler après de ces engagements, mais on a aussi parlé de méthode. Alors, la méthode de l'Alliance comme responsable, elle repose sur 4 piliers. Et ces 4 piliers, nous allons les découvrir avec Lamia et Xavier. 4 piliers qui constituent la copie stratégie responsable. Alors, une copie stratégie, c'est quoi? C'est un document partagé entre l'agence et son client dans lequel figure tout ce que l'action de communication devra respecter. Et il est donc essentiel que ce document intègre les points clés qui permettront que cette communication soit réellement responsable. Premier pilier, l'imaginaire vrai, qui consiste à construire un message en vérifiant qu'il s'appuie sur une caractéristique, une réalité objective du produit, du service ou de l'annonceur qui le propose. Alors, idéalement, vérifié, certifié par un tiers de confiance. Et notre rôle en tant que conseil, c'est de challenger notre client sur la véracité de ce qui sera dit pour déployer un imaginaire juste. Le deuxième pilier, c'est la personne multidimensionnelle. S'adresser à une personne multidimensionnelle, c'est interagir avec chaque personne qui sera au contact de cette communication dans sa globalité, tout en tenant compte de ses spécificités, voire parfois de ses fragilités. Ce deuxième pilier est étroitement lié au troisième pilier, qui est l'empreinte immatérielle positive. Pour avoir une empreinte immatérielle positive, on va chercher à mettre en œuvre des idées, des valeurs, des territoires, etc., qui vont avoir un impact positif sur les mentalités, mais aussi sur les pratiques, pour des sujets divers, comme par exemple l'environnement, la diversité, les droits humains, le bien-être, etc. Parce que oui, la communication peut être un vecteur d'évolution positive pour toute la société. Et enfin, quatrième pilier, l'éco-conception des actions, qui consiste à mettre en place des dispositifs éco-sociaux responsables, et donc en particulier de trouver les moyens les plus efficaces, mais avec une empreinte environnementale la plus faible. Et évidemment, on fait bénéficier nos clients de notre expertise en matière d'outils et de bonnes pratiques. Alors, évidemment, ces 4 piliers, aussi essentiels soient-ils, doivent être complétés pour être parfaitement complets de 3 principes, la cohérence, le bon sens et la conscience. 4 piliers donc pour une vision, pour des valeurs partagées, mais aussi une dimension très concrète, une application très concrète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un client, quand on travaille avec l'Alliance comme responsable? C'est ce qu'on va voir maintenant tous ensemble. Et je vais donc demander à nos invités de réagir. On va se poser 3 questions. La première question, c'est comment on fait pour construire l'image d'une marque engagée? Alors, Laurent, on y va. Ben justement, on vient de le voir avec la copie stratégie responsable, qui n'est pas simplement une déclaration de principe, c'est une méthode de travail entre l'agence et son annonceur. Une feuille de route même. C'est-à-dire que quand l'annonceur vient nous trouver avec un brief, on va travailler évidemment comme toute agence avec sa technique créative suivant le sujet, mais en passant sa question, ses objectifs au filtre de ces 4 principes de communication, finalement, on bâtit une copie stratégique qui va être en gros la feuille de route effectivement de la stratégie et qui va nous permettre derrière de décliner en création, en digital, en événementiel, en design, etc. Voilà, donc c'est vraiment la méthode de base qui permet ensuite de structurer une communication qui soit cohérente. Alors, les marques, c'est Benoît, hein, c'est by Benoît. A priori, oui. Qu'en pensez-vous, Benoît? D'abord, moi j'étais formé de façon classique et toutes les équipes aussi, et on applique vraiment, on fait vraiment de la co-création. On cherche pas, on n'arrive pas avec un logotype tout fait, on n'arrive pas, on dit c'est ça qu'il vous faut, on dit pas non. On va épouser le brief des équipes de Laurent ou des gens qui nous consultent, et véritablement on va
produire petit à petit le signe. C'est un petit peu ce que j'ai eu l'occasion de travailler avec le Japon. C'est ce que font les Japonais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir une agence qui arrive et qui dit tiens, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est ça qu'il faut prendre. C'est terminé. Donc il faut vraiment écouter ce que dit le client. Il faut suivre pas à pas. Il faut avoir des convictions. Il ne faut pas se laisser non plus, il faut avoir de véritables convictions. Et puis ensuite, il faut faire en sorte que ces convictions épousent ce que, bien sûr, le client veut. Les deux exemples de sociétés qui travaillent dans les énergies renouvelables, que ce soit Neoen ou que ce soit QO, sont radicalement différentes en termes de design. Et pourtant, ce sont deux sociétés avec qui on ne peut pas tricher. On peut pas raconter, on ne peut pas faire de greenwashing. Ce n'est pas possible. Ces gens-là savent de quoi ils parlent. Ils donnent la preuve constamment de leurs actions. Et nous, on doit l'épouser. Ça se fait mezzo voce. On le fait avec le plus de pertinence possible. Et on essaye d'être le plus rigoureux possible. Et c'est cette méthode qu'on essaye de déployer et d'appliquer tous ensemble. Et si en plus c'est beau, c'est encore mieux. Il y a des références de nos 4 agences qui passent. Voilà, et celles de Benoît, vous les remarquerez, ce sont les plus belles. Alors, sur l'image, mais peut-être vous pourrez passer maintenant à l'engagement des publics, comment on crée de l'engagement en s'appuyant sur les méthodes de l'Alliance comme responsable. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Dans le digital, par exemple, comment on fait pour parler d'expérience utilisateur ? Justement, on parle d'utilisateur, donc d'utilité. Donc déjà, l'engagement repose sur cette perception de l'utilité qui est offerte. Et on a aussi cette notion de parler d'engagement réciproque dans le digital. Parce qu'en fait, un engagement, c'est d'associer une action et des valeurs. Et sur le digital, on est dans l'interaction. Et au-delà de simplement communiquer et aussi démontrer les éléments de preuve d'un engagement, on essaye aussi d'amener les marques ou les institutions à proposer des dispositifs qui soutiennent l'engagement qu'ils proposent, mais qui soutiennent l'engagement à travers aussi les utilisateurs qui puissent, à travers eux, pouvoir aller au-delà de l'engagement soutenu, quoi. Donc cette notion de réciprocité, elle est assez forte dans le digital. Oui. Laurent, vous voulez réagir Oui, et ce qu'Olivier ne rajoute pas, c'est que derrière tout ça, il y a une dimension très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette démarche de proposer au public de s'engager sur le même chemin que nous, c'est une démarche qui repose sur tout un ensemble de techniques. Alors d'abord des techniques qui concernent gagner la confiance. Donc il y a tout ce qui est l'accessibilité, etc. Et aujourd'hui, derrière, vous avez vraiment des connaissances techniques qu'on a dans l'Alliance grâce à Smart. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les impacts de l'action. Et la transformation avec les publics de tiens, je viens voir parce que ça a l'air sympa à j'ai compris et je m'engage avec eux. Et après, on le dira peut-être ensuite, Olivier, c'est garder cette confiance. Parce que la condition de l'engagement, c'est gagner la confiance, mais aussi la garder. Alors justement, sur le long terme, parce qu'on a la création d'un logo, on a le lancement d'une campagne, mais pour que ça dure dans le temps, comment on fait ? Vous, Lamia, qui accompagnez sur le long terme plutôt vos clients, comment vous les accompagnez en fait ? Est-ce que c'est plutôt avec le dirigeant ? Est-ce que c'est plutôt avec les DIRCOM qu'il faut voir ? Est-ce qu'on est au niveau stratégique ou est-ce qu'au contraire on s'adapte un peu tous les jours à la réalité du client ? Alors, pour vous répondre, je vais faire un petit peu d'histoire, mais très rapidement, sur Solicom et ce qu'on avait l'habitude de faire. Nous, on est une agence vraiment militante. On vient tous de milieux militants, que ce soit sur l'entrepreneuriat, la parité, la diversité, enfin voilà, tout un tas de sujets. Donc, personnellement, on est très militant et on a donc les ressorts du militantisme qu'on peut utiliser tous les jours dans les stratégies d'influence qu'on met en place ou dans les stratégies de communication qu'on met en place.
historiquement, on rentrait chez nos clients par la porte de la communication, c'est vrai, mais avec un système d'abonnement qui faisait qu'on avait un accompagnement sur le long terme qui nous permettait de connaître vraiment dans le détail l'écosystème, les partenaires, les concurrents, le vocabulaire de nos clients. Ce qui nous a permis de monter à l'échelle stratégique dans notre accompagnement. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur un accompagnement stratégique et plutôt au niveau du dirigeant quand ce n'est pas au niveau de la direction de la communication. D'accord, merci. Merci Lamia. Et sur le digital, là, c'est pareil, quand vous lancez un projet digital, comment vous faites pour que ça dure, pour que l'engagement reste, pour qu'il soit pérenne? Est-ce que vous avez sans dévoiler tous vos secrets, Olivier, est-ce que vous avez quand même des partis pris qui font que... J'aurais envie de donner une recette toute prête, mais en fait, ça se construit à chaque fois différemment. Je pense que l'engagement, il dure et il perdure à partir du moment où il y a un équilibre qui est proposé entre... finalement, on a... Mais voilà, le premier résultat est celui-là. Et donc, à partir du moment où on demande un engagement, par exemple, d'un public, il faut aussi lui montrer assez régulièrement l'impact de son engagement. Et ça, sur le digital, on a plein de moyens de le faire. Mais c'est aussi, comme j'ai essayé de le suggérer, c'est aussi lui donner des moyens de s'engager encore plus et d'avoir encore plus d'impact. Et sur le digital, on a plein de choses qui permettent à un individu, un utilisateur, de lui mettre à disposition des outils qui lui permettent d'agir encore plus loin ou de mesurer son action, etc. Et ça, c'est ça l'engagement, je dirais, dans la durée. Merci Olivier. Laurent, un dernier mot peut-être sur l'engagement durable. Simplement, non, pour prolonger, aller vers la conclusion sur qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de travailler avec un système de consortium comme l'Alliance. C'est qu'on avait constaté que les clients voulaient à la fois de l'agilité, de la seniorité et une certaine surface. C'est-à-dire que l'agilité, on la trouve chez des acteurs petits, mais ça manque quelquefois de surface, on n'a pas toutes les réponses. La seniorité, on le sait, on a affaire très souvent, moi j'ai été dans des grandes agences, donc ça, on voit le patron au début, on voit des seniors au début, puis à la fin, on se retrouve avec une toute petite équipe finalement, avec des ressources derrière, c'est vrai, mais bon, voilà. Et donc, nous, c'est vrai que notre configuration et notre histoire fait que sur 36 personnes, on a une quinzaine de personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience et certains beaucoup trop comme moi. Et puis, voilà. Et enfin, donc voilà, le système de consortium de l'Alliance, c'est de là qu'on est parti aussi, c'est un constat marché, c'est qu'on est capable, un client peut entrer par l'un d'entre nous, par une technique, et avoir un petit peu, c'est du réassort, hein, on n'est pas obligé d'acheter tout le paquet, d'avoir un petit peu de consultants de l'un ou de l'autre en appui parce qu'il y a une problématique complémentaire. Ou alors, il peut rentrer par un tandem, ça peut être la stratégie de marque et sa traduction en design, etc. Ou alors, il peut rentrer par l'ensemble. Mais dans tous les cas, il va avoir, je dirais, nous, on se débrouille pour s'organiser. C'est notre façon de fonctionner avec une entité qui est le consortium, avec des équipes qui travaillent ensemble, etc., des techniques et une méthode. Mais le client, lui, il ne se tape pas cette organisation. Il n'a pas à payer des fees group ou des trucs au-dessus. Et c'est le pari qu'on fait et qu'on a commencé à faire très naturellement d'abord ensemble. Et puis ensuite, qu'on a structuré, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le faire savoir finalement. Le pari du roseau, de la solidité et de la souplesse. Ce sera le mot de la fin. On va laisser conclure. Il n'est pas là, mais magie de la télévision, on a quand même pu aller l'interviewer. Un grand expert des acteurs publics, le fondateur d'Acteurs Publics, Pierre-Marie Vidal. On l'écoute. Et pour conclure cette émission de lancement de l'Alliance comme responsable, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Marie Vidal, le fondateur d'Acteurs Publics. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour Bastien.
Alors, vous avez écouté toute l'émission. Que vous inspire ce lancement de l'Alliance comme responsable, dont vous avez été l'un des promoteurs, supporters, dès le début? Je peux en témoigner. C'est pour ça que je vais vous parler de moi. Je vais vous dire que je suis à la fois très heureux de voir que ce projet se réalise. Hein, bravo à tous. Et puis assez fier quand même, parce que comme vous le disiez, on a soutenu dès le départ, Acteurs Publics a soutenu l'initiative dès le départ. On a eu cette réflexion pratiquement au même moment où nous avions notre propre réflexion sur la transformation d'Acteurs Publics en entreprise à mission. Et on y est tous les deux arrivés. Alors, on peut se congratuler mutuellement. Hein. Congratulons-nous. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux acteurs publics pour les encourager à faire appel au service de l'Alliance comme responsable? Alors, bon, je ne sais pas si je vais le faire comme ça. En tous les cas, je vais bien sûr vous féliciter. Redire à quel point je pense que c'est une très bonne idée, parce que fondamentalement, un petit peu comme, vous savez, la fin de l'abondance, je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne que nous avons désormais besoin de communiquer, alors toujours avec efficacité, hein, bien sûr, mais plus que tout aujourd'hui en responsabilité. Hein. Ça, les acteurs publics l'ont compris depuis longtemps, mais leurs agences, leurs conseils, leurs prestataires dans tous les domaines doivent comprendre qu'ils doivent adhérer à cette démarche. Alors, l'idée de cette alliance entre professionnels très divers, hein, et c'est ce qui fait la richesse de votre offre aujourd'hui, avec diversité de savoir-faire, mais un socle de valeurs communes, et puis alors une valeur cardinale, moi, à mes yeux, hein, c'est celle de l'intérêt général. C'est tout simplement une très belle idée à laquelle on ne peut qu'adhérer, et je ne serai certainement pas le seul à adhérer à cette très belle idée. Alors, on va la cultiver de notre côté et la soutenir autant qu'on pourra. Et vous pouvez compter sur Acteurs Publics pour être aux côtés de l'Alliance pour une communication responsable. Merci Pierre-Marie, merci aux équipes d'Acteurs Publics pour la production de cette émission que vous pourrez bientôt voir, revoir et partager à tous les acteurs responsables avec ce message appelé l'Alliance comme responsable. Merci.